Bonjour à tous, ravi de vous trouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment, bien dans son job. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'impact climatique sur la vie des entreprises. Il y a des règles juridiques et on va les revoir dans quelques instants avec Séverine Martel, avocate en droit social. Elle est notre invitée. Le grand entretien, c'est le cercle RH, le débat de Smart Job. On parlera de la féminisation des métiers de la sécurité et on accueillera Sophie Postic, DRH de Securitas France. On fera le point justement sur l'arrivée de ces femmes dans ces métiers qui originellement étaient réservés aux hommes. Fenêtre sur l'emploi des compétences pénuriques. On fera la liste parce qu'il y a des secteurs évidemment en difficulté, mais il y a aussi des secteurs en pénurie. On fera le point avec Jérémy Mimoun, responsable France chez Deal. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler de l'impact climatique. Alors, on vient de traverser une période caniculaire, on a beaucoup souffert, que l'on soit dans les villes, que l'on soit en entreprise. Il y a des enjeux évidemment forts de ces impacts climatiques. Séverine Martel, merci d'être avec nous. Merci. Ravi de vous accueillir. Vous êtes avocate en droit social dans le cabinet Reed Smith et vous allez nous éclairer juridiquement, au-delà des incantations, sur les enjeux de ces impacts climatiques. Alors, vous avez souhaité revenir sur un décret qui est un peu passé inaperçu d'ailleurs, sur ce décret du 1er juillet. Concrètement, quelles sont les obligations de ce décret imposé à l'entreprise ? Oui, alors peut-être avant tout revenir un peu sur ce qu'on entend par changement climatique, puisqu'on peut y mettre beaucoup de choses. On considère comme changement climatique, en réalité, on peut résumer par intensité et fréquence. C'est la modification de l'intensité et de la fréquence des aléas climatiques qui, en droit social, a un impact, puisque c'est source de stress, source de fatigue, et donc peut engendrer un certain nombre d'accidents du travail. Alors, fréquence, ça veut dire quoi ? Si tous les 3 mois, par exemple, exactement. on a... C'est ça, hein ? Oui, tout à fait. Sachant que on n'est pas tous logés à la même enseigne, puisqu'il y a des métiers, notamment on pense aux métiers du BTP, de la restauration, les agriculteurs. On évalue à entre 14 et 36% des métiers qui sont véritablement impactés par la chaleur. Et on peut dire que jusqu'à présent, le Code du travail ne jaugeait pas forcément ou n'appréhendait pas forcément le changement climatique, à l'exception de l'obligation qui est l'obligation générale de sécurité de l'employeur. Physique et psychologique. Exactement. Maintenant, la donne est un peu changée avec ce décret, donc plus précis, décret du 27 mai 2025, mais on parle de décret du 1er juillet parce qu'en réalité, il est entré en vigueur au 1er juillet. Et il vient obliger les employeurs à évaluer les risques issus de la chaleur et à prendre les mesures qui sont les mesures nécessaires. C'est-à-dire qu'on met le thermomètre dans un atelier, on dit voilà, alors, 45 degrés, attention, comment on... Pas tout à fait, parce que le décret, en fait, il est basé sur le dispositif de vigilance canicule mis en place par Météo France. Donc, on a un lien qui est fait. D'accord. Et donc, il va s'appliquer à partir du moment où on est en vigilance jaune. Donc, la ville en vigilance jaune. On l'a vécu il n'y a pas longtemps. Voilà, on était même peut-être à mon avis rouge, qui est défini comme étant 1 ou 2 jours de forte chaleur, avec un impact sur la santé en fonction notamment des conditions de travail. Mais d'un point de vue concret, je suis un représentant du personnel ou je suis un salarié. Est-ce que j'ai un droit de retrait sur mon site professionnel pour dire, là, on est à plus de 45 degrés, je suis dans la zone vigilance jaune, j'arrête de travailler? Alors, du coup, c'est pas lié forcément au seuil de vigilance, mais il existe toujours un droit de retrait quand on considère que les conditions en termes de santé et sécurité sont impactées. Maintenant, ce que vient faire le décret en plus, il vient vous dire, vous êtes en vigilance jaune, vous, employeur, vous avez l'obligation de mettre en place des mesures. Donc, à partir de ce moment-là, le décret va lister un certain nombre de mesures qui sont une liste non exhaustive. On a, par exemple, aérer les locaux quand on est dans des locaux fermés. Climatiser, par exemple. Voilà, mettre à disposition de l'eau fraîche et potable, avec une obligation qui est très précise quand on n'a pas d'accès à l'eau courante. On vous dit qu'il faut mettre à disposition des salariés au moins 3 litres d'eau potable par jour. On pense notamment au secteur du BTP. Bien sûr. On a l'obligation de fournir des équipements de protection, de mettre en œuvre des mesures de prévention qui peuvent être, par exemple, l'adaptation des horaires de travail, donc en faisant, par exemple, des pauses au moment des pics de chaleur, et également un devoir de formation et d'information aussi des collaborateurs. Avant de parler du modèle européen, parce qu'il y a d'autres pays touchés par la canicule et avant nous, je pense à l'Espagne, mais
En France, on se souvient des salariés du BTP qui, c'est l'utilisation de ce mot, d'ailleurs, on les met en intempérie, Oui. il pleut, il gèle, et l'employeur dit, bon, bah, tu ne vas pas au travail. Est-ce qu'on peut être dans la même situation dans le cadre des chaleurs? Eh ben, justement, le décret aborde cette situation des salariés du BTP en prévoyant que dès lors qu'on est en vigilance, pour le coup, orange ou rouge, c'est ça. Là, on ne va plus sur le chantier. Voilà, il y a une possibilité d'arrêt de travail intempérie dans le secteur du BTP, donc avec un focus sur le BTP. Moi, c'est intéressant. Avant, c'est le froid qui arrêtait les salariés du BTP, mais la chaleur aussi est un élément de blocage. D'autres pays, l'Espagne, ça se passe comment sur le plan? Alors, l'Espagne, on a passé encore un cap supplémentaire. Peut-être qu'on le passera dans les prochains mois ou les prochaines années, puisque fin 2024, l'Espagne a mis en place ce qu'on appelle un congé payé climatique, qui prévoit, en cas d'aléa climatique exceptionnel, alors à voir si l'aléa est véritablement défini, mais un congé payé climatique d'une durée initiale de 4 jours quand même. Qui peut être renouvelé a priori. Dans des zones bien marquées, évidemment, j'imagine, de zones de vigilance rouge et orange, j'imagine. Oui. Donc on s'arrête pendant ces 4 jours et c'est payé par l'employeur. Exactement. Merci Séverine Martel de nous avoir éclairé. C'est un sujet fondamental parce que je pense que la répétition des phénomènes climatiques et caniculaires va se répéter. Et ce décret apporte quand même des éléments. C'est plutôt des éléments de confort pour les collaborateurs, c'est ça l'objectif? Oui, puis il y a une obligation véritablement d'inscrire maintenant ce risque chaleur et ces mesures dans le document unique d'évaluation des risques. Donc on est sur quelque chose d'un peu plus coercitif. Merci Séverine Martel du cabinet Ritz Smith, spécialiste en droit social. C'est un plaisir de vous accueillir. Merci à vous. On tourne une page, on s'intéresse à la féminisation des emplois. On en parle beaucoup sur ce plateau dans beaucoup de secteurs. Là, on va s'intéresser à la féminisation dans le secteur de la sécurité. Oui, c'est des métiers en apparence plutôt réservés aux hommes, mais qui se féminisent. On en parle avec la DRH de Securitas France. Elle est notre invitée pour un grand entretien. Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui pour parler de la féminisation d'un secteur qui, a priori, comme ça, n'est pas le secteur auquel on pense, le secteur de la sécurité. Et on va en parler avec Sophie Postic. Bonjour Sophie. Bonjour. Ravie de vous accueillir. Vous êtes DRH RSE Communication Interne chez Securitas France. Absolument. Securitas, c'est un mastodonte, c'est près de 350 000 salariés dans le monde, 44 pays, 47, avec combien, 45 000 salariés en France? Alors, non. En France, on est 16 500 salariés. Je suis un peu gourmand. Modestement. Modestement, 16 000 collaborateurs. Plus de 16 000 collaborateurs. Alors, à fin 2024, plus de 16 000 collaborateurs et 1 milliard de chiffre d'affaires. La sécurité, alors c'est un enjeu dont on a beaucoup parlé juste avant les JO parce qu'il y avait des difficultés, vous étiez en plein dedans, trouver les personnes, les recruter, les former. Là, aujourd'hui, le marché de la sécurité, il en est où? Il est pénurique, on a le nombre de collaborateurs qu'il faut ou on court après les salariés? Alors, traditionnellement, on court après les salariés. Donc, on continue à courir, en réalité. Effectivement, pendant les JO, ça s'est accru parce que le besoin de sécurité a été estimé environ à 20 000 collaborateurs en plus. Et déjà, il nous en manque structurellement 20 000. Donc, il y avait une pénurie environ de 40 000 personnes sur le marché de l'emploi. Donc, qui s'est reportée, évidemment, à la période hors JO. Là, aujourd'hui, vous êtes en recherche de salariés. Oui. Les 20 000 se sont reportés. Les 20 000 d'accroissement du fait des JO, évidemment, ont disparu, mais les 20 000 qui sont structurels, ils sont toujours là. Parlons des femmes, puisque j'irais l'image d'Épinal, c'est de voir des hommes, d'abord par leur force physique, par leur présence, par leur corpulence, qui font de la sécurité. Et c'est vieux comme... Sauf que, depuis maintenant plusieurs années, parce qu'en préparant l'émission, j'ai vu que ce n'était pas une idée très neuve, vous la portez depuis longtemps, vous avez choisi de féminiser les métiers de la sécurité. Je dis bien les métiers de la sécurité, pas les services support et les métiers support. Oui. Comment ça a démarré, cette volonté, cette idée, qui devient d'ailleurs aujourd'hui très concrète? Alors, on va dire qu'il y a deux raisons majeures. Une raison vraiment purement pragmatique. C'est un marché de collaborateurs, vous l'avez dit. Et évidemment, si on se coupe de la moitié du sourcing en France, mais partout dans le monde, c'est une stratégie monde que Securitas poursuit. Donc, on a les mêmes objectifs dans tous les pays. C'est donc, premier objectif pragmatique, d'adresser la totalité du sourcing et donc des gens qui sont en recherche d'emploi. Et donc de partir du principe que ce n'est pas un métier fermé aux femmes. Alors,
C'est un peu contre-intuitif. Oui, je vais y revenir. Et la deuxième conviction de Securitas, c'est justement qu'il faut absolument moderniser le milieu de la sécurité privée, j'entends bien sûr. Donc il faut absolument moderniser le milieu de la sécurité privée. Et la modernisation, elle passe par plein de choses, mais elle passe aussi par être le reflet de la société et donc être 50% féminin, évidemment. D'ailleurs, Sophie, il y a des enjeux juridiques pour ceux qui vont dans les stades ou qui font des fouilles. Il faut des oui. femmes Oui. Pour fouiller les femmes. Exactement. Et les hommes ne peuvent pas fouiller les femmes, ce qui est le cas aussi dans les aéroports. Dans les aéroports. Et dans d'autres lieux publics, ce qui oblige évidemment à avoir aussi une proposition féminine, j'imagine. Oui, absolument. Mais d'ailleurs, en 2024, on avait encore notre filiale en charge de la sécurité aéroportuaire. Ouais. Et dans la sécurité aéroportuaire, vous n'avez pas ce problème, c'est 50-50. De toute façon, pas le choix. Tant qu'il y a 50% de passagères et 50% de passagers, ça, c'était les précurseurs, pas le choix. Pas le choix. Donc ça, c'est hors sécurité aviation, puisque... oui, voilà. Mais alors, revenons à la sécurité, j'allais dire traditionnelle, sécurité de bâtiments, surveillance nocturne de bâtiments, maître chien. Comment on va chercher ce sourcing? Parce qu'il faut aller dans les lycées, il y a de la reconversion. C'est quoi les profils de ces femmes? On a envie de les découvrir. Alors, et avant de parler des profils, vous parliez tout à l'heure de l'image un peu d'épinal de la sécurité, les gros bras, les muscles, etc. C'est pas faux, non? Non, mais alors, si, c'est faux. Enfin, c'est un petit peu faux quand même. Voilà, c'est misogyne. Voilà ce que me dit Sophie Postic. Non, c'est un peu caricatural. Enfin, disons que c'est l'image qu'on en avait, mais en fait, si on regarde tout à fait objectivement les métiers de la sécurité, c'est pas du tout ça. En fait, c'est quoi les métiers de la sécurité? Déjà, ils sont très variés, ils sont très divers, et je vais vous en détailler quelques-uns, comme ça, vous verrez un petit peu de quoi je parle concrètement. Mais c'est essentiellement des métiers d'analyse, des métiers de technique, de technicien, mais même analyse d'une situation, en fait, même d'une situation vécue en direct, pas derrière un écran forcément. Donc, c'est des compétences qui sont également partagées par les hommes et par les femmes. Ça n'est pas un métier de gros muscles, justement. Désolée de casser un mythe. C'est tout l'intérêt de cette émission. C'est pas du tout un métier de gros bras. C'est un métier d'analyse. On est dans la prévention. On n'est pas justement dans la bagarre. C'est pas du tout ça. On est dans la prévention. C'est pour prévenir la bagarre, justement. C'est exactement ça. Donc, en fait, c'est un métier d'analyse de situation, un métier de technique. Et même, c'est des techniques, par exemple, de profiling pour... assesser une situation. Donc, rien à voir avec des compétences qui ne seraient que masculines. Et c'est aussi une manière d'accueillir un nouveau public pour casser cette image du gros bras qui fait de la musculation toute la journée. C'est bien ça l'idée. Exactement. Et donc, des femmes entendent ce discours-là. Oui, et quand elles sont chez nous, elles se sentent à l'aise, puisque c'est justement, on fait appel à leurs compétences. Et leur intelligence. Et leur intelligence, ce sujet-là. Leur sens de l'analyse, leur capacité à justement faire retomber des situations qui potentiellement peuvent escalader. Donc non, nous, on a la conviction évidemment que les femmes ont toute leur place dans le milieu de la sécurité privée. Si on regarde un petit peu les différents métiers, donc vous allez voir qu'on est très loin de métiers, j'allais dire, gros bras. Donc il y a la sécurité humaine. J'aurais jamais dû dire gros bras. Je déconstruis au fur et à mesure. Donc c'est la sécurité humaine, bien évidemment. Donc là, vous avez des agents de sécurité, des agents de sûreté, la prévention incendie, mais vous avez aussi la surveillance, l'installation de matériel de surveillance électronique. Dans ma maison ou sur des sites d'entreprise. Exactement. Alors, Securitas est sur le B2B. Donc, a priori, ce n'est pas votre maison, mais c'est plutôt votre entreprise, le studio, etc. Ça veut dire qu'il y a une relation client, il y a de l'installation technique. Exactement, de la maintenance. C'est aussi de la télésurveillance et tous les services à distance. Ça va être, par exemple, vous savez, les bracelets anti-rapprochement. Mais c'est aussi de la formation. Vous pouvez très bien solliciter Securitas pour former vos collaborateurs à être secouristes du travail ou à tout un tas de compétences propres à la sécurité. Je vous repose la question parce que c'est intéressant aussi, pas d'avoir le portrait robot, mais ces femmes, c'est des femmes qui ont plutôt 20 ans, c'est des femmes qui ont déjà eu une première partie de carrière et qui décident de basculer vers ces nouveaux métiers. Qui sont celles qui se lancent dans cette palette de métiers, puisqu'on voit bien que ce n'est pas un métier de gros bras, n'en parlons plus. Mais qui sont ces femmes ? Alors, il y a vraiment de tout. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans la sécurité, c'est que c'est encore un métier que vous pouvez apprendre dans une entreprise et dans lequel vous pouvez progresser.
C'était le cas, par exemple, de la grande distribution il y a des années, où vous pouvez faire toute votre carrière, Ouais. vous pouviez progresser, etc. C'est un tout petit peu moins vrai maintenant. Mais dans la sécurité, ça reste encore très vrai. Donc, on a des jeunes femmes qui sortent, j'allais dire, du lycée. Hein, elles ont 18 ans, elles cherchent un métier, Elles ont le bac, une ou elles ont un vocation. bac pro. Exactement. Mais vous avez aussi beaucoup de femmes qui sont en reconversion. Et moi, je cite toujours cet exemple-là, hein, de se dire, vous avez aussi des femmes qui ont passé les premières années en étant femmes au foyer, qui sont un petit peu exclues du marché de l'emploi, parce qu'on vous demande toujours qu'est-ce que vous avez fait avant, c'est quoi votre expérience, Votre etc. secteur permet de réintégrer ce Et profil nous, de on femmes. permet et d'hommes. absolument de réintégrer ces types de profils, puisqu'on a une école de formation chez Securitas, où pendant votre formation qui est en alternance, on vous embauche en CDI et on vous apprend un métier. C'est des centaines d'heures de formation. Donc vous êtes une vraie alternance, hein, à moitié à l'école, chez nous, mais Et à sur le l'école, terrain. à moitié sur le terrain, embauché en CDI avec un salaire normal. Donc Et donc, vous ça remettez sur les s'adresse- rails des femmes qui, pour le coup, comme vous dites, avaient le Oui. sentiment d'avoir rien fait de leur carrière, si ce n'est élever leurs enfants, qui est un métier. C'est ça. Et là, vous redonnez un second souffle à la carrière de ces femmes. Exactement. Et elles n'ont peut-être pas de métier, en tout cas, c'est pas reconnu comme un métier, mais en tout cas, elles ont développé des dizaines de compétences. Hein. Gérer des conflits, organiser, C'est vrai. organiser des agendas, voilà. Et puis, si ça les intéresse, et nous, ce qu'on essaye d'axer aussi dans notre communication, c'est on fait un métier d'intérêt public. Hein, j'allais dire, dans ce continuum de la sécurité, vous avez l'armée sur l'extérieur, vous avez la police, la gendarmerie, et vous avez ensuite toute la sécurité privée. Oui. Vous oubliez la police municipale, vous savez, qui c'est commence vrai. à prendre des pouvoirs plus C'est importants vrai, encore. C'est vrai. Mais Et justement, en complément, vous avez la sécurité privée. et en complément, vous avez la sécurité privée. On n'ouvrira pas le débat de l'armement de certains métiers de la c'est sécurité vrai. privée, qui est C'est un vrai. vrai sujet porté par vos métiers, Oui, qui se femmes pose. ou hommes d'ailleurs. Pareil, c'est comme la police, hein, les femmes sont armées dans la police comme les Non, hommes. mais je veux dire ça par là change que vous leur rien, faites faire des missions parfois à haut risque, qu'elles soient des femmes ou des hommes, sans avoir les moyens que peuvent avoir une police nationale, voire une police municipale. C'est un vrai sujet. Alors, oui, à ceci près quand même que la police agit sur, j'allais dire, les domaines publics, sur le domaine public. Vous, c'est des espaces privés. Les espaces privés, exactement. C'est vrai. Et pas avec les mêmes missions. C'est-à-dire qu'on n'a pas la mission du maintien de l'ordre, on a la mission de la prévention et de la protection Pas de judiciaire. des biens, exactement, des biens et des personnes, donc des clients de nos clients, des salariés de nos clients, par exemple. Juste un ou deux chiffres, puisque c'est intéressant. Le pourcentage, parce que en préparant l'émission, je voyais que dès 2023, vous aviez déjà, et vous portiez ce discours, vous, votre entreprise, et tous les acteurs de l'entreprise. Vous en êtes où, là, de l'intégration de ces femmes, de celles qui sont entrées dans votre centre de formation, et de celles qui sont aujourd'hui sur le terrain d'ailleurs. Ouais. Alors, on est à peu près à 15% de femmes dans la sécurité privée, chez Securitas. Encore une fois, on va dire tous les encadrants support, les métiers sièges, la question ne se pose plus, on est à 50%, c'est 50-50. D'accord. Donc, c'est vraiment pas un sujet... Non, l'enjeu, c'était les métiers de la sécurité. Exactement. C'est vraiment pas un sujet de société, de notre entreprise, c'est vraiment un métier, un sujet qui est beaucoup plus culturel. Il faut changer les mentalités. La police et la gendarmerie l'ont fait. Hein. Aujourd'hui, vous avez 30% de femmes dans la police, par exemple. Enfin, quand je dis aujourd'hui, c'est même des stats qui remontent à il y a quelques années. Je n'ai pas les toutes dernières. Ça a beaucoup progressé. Et ça progresse à chaque fois beaucoup. Gendarme aussi. Gendarme également. On voit, en fait, c'est l'application de politiques publiques. Mais vous avez une institution, la police, qui décline une politique publique. Ce que fait Securitas de cette manière. Hein. Alors, mais du coup... Il décline une politique d'engagement. Exactement. Mais en fait, dans la sécurité privée, c'est pour ça que ça progresse moins vite que dans les institutions. C'est parce que c'est un milieu qui est extrêmement éclaté, atomisé. Vous avez 13 000 sociétés de sécurité. Très petites pour certaines. Donc, en fait, on ne pourra pas les agréger comme ça pour déployer une politique unique, comme le fait la police. Donc, on le fait société par société. Donc, Securitas le fait avec beaucoup d'engagement, évidemment. Donc, un mot, parce qu'on parle beaucoup des seniors. Vous avez vu, la ministre du Travail lance un grand plan Senior Plus. Ouais. L'enjeu des seniors, vous parliez des multiples compétences, c'est aussi une cible, parce que ça peut être aussi des femmes de plus de 50 ans qui auraient envie, ou est-ce que, par rapport à l'âge, on est un peu freiné dans les missions de sécurité ou pas? Alors, oui et non. J'allais dire théoriquement non.
Mais dans la pratique, alors je dis théoriquement non, on a beaucoup de salariés qui sont au-delà de 60 ans pour plusieurs raisons. D'abord parce que certains ont commencé leur carrière tard. Oui. Et du coup, avant d'acquérir tous les trimestres et leur droit à la retraite, ils continuent à travailler tard. Donc, c'est un métier où c'est possible, puisque nous, on le prouve tous les jours. Après, et notamment pour ceux qui font de la surveillance humaine. C'est un enjeu, c'est des vacations de 12 heures. C'est physique, Donc, exactement. Ouais, Donc, ça fatigue. à partir d'un certain âge, alors soit ça peut être physique, soit on n'a plus envie de ça. On a envie Oui, d'organiser ouais, sa vie personnelle autrement. Ouais. Donc, il y a quand même cet enjeu-là. Mais c'est possible. Voilà, ça dépend vraiment de chacun. Il nous reste 1 minute. Ouais. Vous êtes fier du chemin parcouru justement sur ces femmes, parce qu'on vous sent, au-delà de l'importance et de l'obligation que vous avez à être là, on vous sent très engagé sur ce sujet. Très engagé. Alors moi, je suis une DRH hyper engagée sur le sujet. De façon très claire. C'est une conviction personnelle. Et pour être tout à fait honnête, moi, j'ai quitté mon entreprise précédente parce que j'ai été appelée par Securitas sur justement cette modernisation culturelle de l'entreprise. Ouais. Et cette modernisation culturelle, elle va passer par la féminisation de ces métiers, entre autres, mais notamment par ça, et c'est là-dessus qu'on fera la différence. Donc c'est fini les gros bras, fini les journalistes qui disent des choses comme ça. Donc ça veut dire que vous êtes au milieu du guet, 15% aujourd'hui, et l'objectif c'est quoi avant de nous quitter ? Alors à très court terme, 20%. Et là, il faut qu'on arrive vraiment à cranter très très vite. Voilà, on a plein d'actions. Je pourrais revenir pour en parler. C'est la présence, aller parler, exactement. vous montrer, et puis venir des en rôles plateau. modèles, raconter des belles histoires, des vraies belles histoires, et donner envie d'entrer dans la carrière, parce que c'est un secteur pénurique et on l'a vu, une variété de métiers absolument incroyable. Exactement. Merci à Sophie Postic d'être venue nous transmettre votre engagement et votre passion aussi pour ce métier, à la fois de DRH et RSE communication au sein de Securitas France, mais aussi votre mission, parce que c'est une véritable mission, de féminiser votre entreprise. C'était un vrai plaisir de partager ce moment. On tourne une page, c'est Fenêtre sur l'emploi, j'accueille mon invité tout de suite. Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission, pour parler des secteurs pénuriques. Il y a des secteurs pénuriques. On va en parler avec Jérémy Mimoun. Bonjour Jérémy. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, responsable France chez Deal. On va parler de ces secteurs pénuriques. D'abord, un petit mot sur Deal. C'est quoi ? C'est une solution RH qui accompagne les DRH. C'est bien ça, hein ? C'est ça. Hein. On est une plateforme de tech RH qui permet aux entreprises de recruter n'importe quel employé, n'importe où dans le monde, et ce, en quelques clics. On est d'un constat qui est un petit peu l'objectif aussi de cette étude qu'on va partager, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises se tournent de plus en plus vers des viviers de talent international parce qu'elles sont confrontées à des pénuries. Et sauf que derrière, elles ont un certain nombre de contraintes qui sont des contraintes juridiques, administratives ou autres. Et nous, ce qu'on fait chez Deal, c'est qu'on efface toutes ces contraintes au travers de notre plateforme en fournissant la meilleure expérience possible pour nos candidats. Donc, vous simplifiez la vie des DRH quand ils vont chercher un ingénieur ou un data scientist en Inde parce qu'ils ne le trouvent plus en France. C'est bien ça Exactement. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les accompagner notamment sur toute la phase, non pas sur la partie sourcing, mais vraiment sur la partie administrative. On a plus de 200 entités réparties dans 150 pays dans le monde et on accompagne nos clients pour être capable de recruter très facilement n'importe quel candidat à l'international. Un mot quand même sur l'étude que vous avez portée chez Deal. 83% des décideurs RH anticipent des pénuries de compétences en 2025. Nous sommes dans l'année 2025. Ouais. C'est assez troublant parce qu'à la fois, on a beaucoup de demandeurs d'emploi, le chômage progresse, et de l'autre, on a des secteurs pénuriques. Et c'est vrai qu'on a du mal à comprendre. En fait, c'est pas tellement une question d'anticipation de pénurie, c'est que ça fait quand même quelques années, et c'est même à l'origine, on va dire, de la création de Deal. On existe depuis aujourd'hui presque 6 ans. Ouais, c'est ça. C'est un constat, c'est qu'aujourd'hui, dans certains secteurs d'activité, on peut se retrouver avec des pénuries. Là, on le voit, par exemple, l'IA a le vent en poupe, donc forcément, forte demande. Donc derrière, recherche en fait les mains de talent là où ils sont. Ça veut dire qu'il y a l'IA, il y a l'informatique, ça c'est le secteur de la tech où il est pénurique. Mais on voit d'autres secteurs, alors qui ne sont pas de la tech, hein, les transports, le service à la personne, ça aussi, c'est des secteurs pénuriques. Tout à fait, il y a des secteurs, même à titre d'exemple, secteurs en fait, dans le milieu industriel, des ingénieurs en fait, de pointe sur certains secteurs d'activité, qui sont des clients avec lesquels je discute en ce moment. Donc ça veut dire que là, vous allez essayer d'aller sourcer, de les aider, grâce à votre solution,
non seulement à faire passer le contrat dans la bonne forme, mais vous allez sourcer aussi, vous les aidez à sourcer, donc vous n'allez pas jusque-là. On a des partenaires sur la partie sourcing. On est en train de développer en fait notre offre aussi sur la partie sourcing. Mais là, on accompagne vraiment nos clients. C'est sur cette dimension de time to market. Vous voyez, quand on veut avoir un très bon candidat ou un talent, à un moment donné, il faut être rapide dans l'exécution et dans le recrutement. Et nous, on les accompagne justement dans cette rapidité. Il y a un secteur dont on n'a pas parlé, mais sur lequel votre communiqué et votre étude insistent, c'est le secteur de la santé. Là, on voit aussi un secteur totalement pénurique. Est-ce que là, vous avez une capacité d'intervention? Est-ce que vous aidez vos DRH de grands hôpitaux, de grandes structures de santé à aller chercher et là aussi, on peut aller chercher à l'étranger. On sait qu'il y a des médecins qui... Tout à fait. Après, à ma connaissance, j'ai pas de statistiques à vous fournir sur cette partie-là, mais en effet, c'est des secteurs en fait qu'on couvre. Vous concrètement, cette pénurie, vous la voyez se résorber ou on a le sentiment que c'est une sorte de... C'est le mythe de Sisyphe, quoi. À peine terminé, de nouveau... Comment vous regardez cette question de la pénurie de main-d'œuvre? Je pense que on a un certain nombre de technologies et de services et de développement en fait qu'on va avoir au niveau dans le futur. Et à chaque fois, c'est un cycle finalement. La demande, c'est une question en fait de demande tout simplement. Et c'est des choses qui vont être de manière récurrente. Donc là aujourd'hui c'est l'IA. Enfin dans le passé c'était Internet. Donc il y aura toujours un milieu 1. Mais ça veut dire que votre mission, c'est quoi? C'est de résorber la pénurie? C'est de résoudre des problèmes juridiques? Nous, notre mission, elle est simple. Finalement, c'est de faciliter l'accès à l'emploi à des candidats partout à l'international et faciliter l'accès en fait à ces candidats aux employeurs partout à l'international. Donc nous, ce qu'on fait, on est vraiment l'intermédiaire entre les deux, où on va vous dire, vous n'avez pas besoin de vous soucier des frontières. Vous avez un super candidat qui est en Hongrie, en Roumanie. Vous avez besoin de ses compétences. On met à disposition. Donc, au-delà de ce petit marché français, je mets des guillemets, mais on est quand même sur un petit marché, vous vous dites à vos clients, mais en fait, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de frontières, Exactement. Et on va aller chercher le sourcing et accompagner vos candidats partout dans le monde. Exactement. Donc là c'est une promesse de réponse à la pénurie quand même. Exactement, c'est exactement ça l'idée de Deal et une des idées fondatrices, c'était de se dire pourquoi il y a du talent partout, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on va se limiter aux frontières. Pourquoi est-ce que je dois forcément avoir quelqu'un qui est basé en fait aux États-Unis alors que je peux avoir quelqu'un au Canada Avant de nous quitter, Jérémy, tout ça passe quand même par des enjeux de travail à distance ou c'est des collaborateurs que vous faites revenir en France? Ça va dépendre vraiment. Il y a différentes typologies de clients. Il y a des clients en fait qui veulent avancer avec nous tout simplement pour leur expansion internationale et ils veulent ouvrir des entités. Sur place dans le pays. Sur place dans le pays. Ouais, c'est ça, c'est pas faire venir le collapse, oui, tout à fait, développer leur activité. Après, derrière, pour certains de nos clients aussi, on gère tout l'aspect mobilité avec le visa ou autre. Mais on va dire, nous, on amène une plateforme qui est souple, qui va s'adapter finalement aux candidats et permet d'avancer dans ce sens. Et qui va donc simplifier la vie des Exactement, DRH. exactement. Ou des décideurs qui veulent s'implanter. Ou des décideurs, ou même des opérationnels. Je peux même vous donner, moi, un exemple à titre perso, si j'ai le temps. Très rapidement. Rapidement, dans le passé, j'ai travaillé dans une société, j'avais besoin de recruter en local en Espagne, en Italie et en Allemagne. On m'a dit que c'était trop compliqué. Et pour autant, si j'avais connu Deal, j'aurais pu simplifier. Deal est né il y a 6 ans. Merci Jérémy Mimoun, Merci, responsable France Deal avec cet outil incroyable. Merci à vous, merci à toute l'équipe, merci à Nicolas Juchat, merci à Henrel et merci à Paul pour le son et Angel pour la réalisation. Merci à toute l'équipe, merci à l'équipe de programmation. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures de Smart Job. Bye bye.